Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un whisky corélien, s'il vous plaît. Clément? Elliot? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah qu'est-ce que je fous là? Je bosse, moi, tu vois pas, je bosse. Tu crois que c'est facile de se payer un 12 mètres carrés à Coruscant, toi? Ah non, j'avoue que c'est très compliqué. L'immobilier est devenu du n'importe quoi, j'ai envie de dire, sur Coruscant. Ah, depuis la dissolution du Sénat impérial, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va pas parler politique. Tu viens t'asseoir? Moi, j'ai très peu de temps, mais allez. Allez, viens. J'allais débriefer justement Skeleton Crew avec nos amis, tu l'as vu? Ça tombe bien, j'ai vu. Ouais. Bon bah écoute, on va Mais vous êtes là aussi, les amis, mais quel plaisir de vous retrouver. Bah écoutez, ça tombe bien, voilà, tout le monde arrive en même temps. Écoutez, on va partir pour revenir en détail sur cette série que moi j'ai appréciée. Tu vas nous réserver un petit peu ton avis, mais que moi j'ai beaucoup apprécié. Skeleton Crew, on va débriefer absolument tous les épisodes, tout ce qu'on a pu aimer et moins aimer dans cette série. Ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Avec un grand plaisir, parce que, encore une fois, il y en a Après, qui ça bossent, bosse. hein. Ah là, ça bosse, messieurs, dames. Bon bah les amis, notre avis ultime sur Skeleton Crew. C'est parti. 12 mètres carrés, c'est énorme quand même. Ah, bon bah, à Zidane, hein. Bah, pour une fois que je suis de l'autre côté du bar. C'est pas faux. Ça va faire du bien, ça. Bon les amis, écoutez, mettez-vous à l'aise, tranquillou, prenez une petite boisson, je pense qu'on en a pour un petit moment, mais il faut qu'on revienne absolument sur cette série Skeleton Crew, que je spoil un petit peu mon avis, mais oui, j'ai beaucoup apprécié. Ceux qui m'ont suivi dans mes aventures de vidéos réactions et de vidéos avis, je pense que vous l'avez compris, j'ai plutôt apprécié la série, même si on n'a pas débriefé exactement l'épisode 8, justement ça laisse un peu de suspense pour vous dire exactement ce qu'on a pensé de toute cette série et notamment de son final. Elliot, bon, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti? Allons-y. Eh ben écoute, on va commencer bien entendu par l'histoire. L'histoire, le scénario, son écriture, etc. Est-ce que ça t'a intéressé cette histoire véritablement? Oui, l'histoire m'a clairement intéressé. On nous avait, un peu pour faire un petit peu le rappel, mais on nous avait quand même vendu une série depuis déjà pas mal de mois sur les pirates, des enfants, une série un peu plus à connotation enfantine, plus légère. Donc forcément, tout fan de Star Wars qui se respecte a des attentes par rapport à ce qu'on nous vend. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu ce premier double épisode, clairement je me suis dit, ok, ça part dans la très bonne direction parce que ce qu'on m'a vendu, ce que j'espérais vraiment pour cette série, j'ai l'impression d'y être. Que ce soit, et on va je pense aborder tout cela, mais dans la musique, dans le jeu des acteurs, dans le scénario qu'on nous propose, être immiscé du point de vue des enfants, ce qui est quelque chose d'assez inédit, ou du moins dans les récentes propositions qu'ont réalisé Disney sur Star Wars, ça se voyait plus trop. Tout de suite, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. J'ai l'impression que mon esprit d'enfant, le fait que, nous, forcément, on est tombé dans la marmite quand on était petit. Donc, tout de suite, j'ai eu cette Madeleine de Proust qui est revenue en me disant, ah ouais, je crois que c'est exactement pour ça que j'aime Star Wars, quoi. Et je sens que la série va être excellente. Moi, ce qu'on m'a proposé, ce qu'on m'a vendu, a été respecté au fur et à mesure des 8 épisodes. Donc, moi, j'ai été de manière très sommaire emballé par la série du premier jusqu'au 8e épisode. Même si, bien sûr, comme d'habitude, il y a eu des propositions plus réussies que d'autres à travers toute cette saison. Ouais, bien sûr. Mais ouais, j'ai été emballé et j'avais hâte tous les mercredis d'être devant mon écran pour regarder les épisodes. Moi, la première chose que j'ai adoré sur cette histoire, pour rester sur le scénario, c'est vraiment qu'on nous propose une histoire d'aventure, tout simplement, de rêve, d'aventure. C'est quand même, à mon sens, l'essence quand même malgré tout de Star Wars. On a tous connu et découvert Star Wars à des âges différents, mais pour la plupart, je pense qu'on a découvert Star Wars enfant, que ce soit du temps de la trilogie originale, prélogie ou même postlogie. Et voilà, je trouve que peut-être ce vent de fraîcheur qu'on a eu avec Skeleton Crew et peut-être la qualité première de Skeleton Crew, c'est retrouver cet esprit d'enfance et nous remettre un petit peu dans l'état dans lequel on a découvert Star Wars. T'imagines si t'as entre 8 et 12 ans et que tu découvres cette série-là, tu te mets clairement à leur place et t'as envie de rêver avec eux d'aventure. Et puis sur le rêve, effectivement, c'est toute cette partie pirate entre les décors, bien sûr, la musique, enfin voilà, les vaisseaux, tout ça, tout te rappelle cet environnement-là. Et après, il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup cet esprit-là. Au fil des épisodes, ça se complexifie et le lore s'intensifie et s'agrandit. Mais moi, au sortir du lancement de la série et des 2 premiers épisodes, ce que j'aimais, c'était qu'on sentait que ça allait être une histoire plutôt simple,
qu'elle est tracée avec un objectif assez clair et une histoire assez unique parce que qui va être un petit peu sauvegardée et protégée du reste de la galaxie, tu vois. Donc on se disait, on va pas être pollué par ce qui peut se passer dans la saga Skywalker ou autre chose, quoi. Tout à fait. Pollué, on s'entend, hein, j'adore cette histoire, mais voilà. C'est que on va pouvoir se concentrer uniquement sur le destin des enfants et leur histoire propre. Et mine de rien, c'est malin parce que sur toutes les autres séries qu'on a, à chaque fois tu vas te dire bon, on attend la connexion, on attend la connexion à telle série, à tel film, tel personnage et tout. Et là, on s'était dit au sortir des 2 premiers épisodes, non, il y aura pas de connexion, on va juste suivre cette série. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé de prime abord. Je te rejoins complètement. Encore une fois, je pense que c'est lié au fait que certaines personnes n'avaient pas énormément d'attentes sur cette série. Mais nous, depuis le début quand même de l'année 2024, depuis même le début de la chaîne, on s'était dit attention, Skeleton Crew, quand même, faut regarder de près parce que les séries qui peuvent parfois paraître un petit peu anodines ou avec un scénario qui peut être simple, et parfois ça peut frapper fort et être très efficace. Exactement. Et le fait effectivement que ce soit hormis le fait qu'on ait dit que ça sera relié au Mandoverse, on s'était dit ça va être une série un petit peu unique. On va regarder une saison, 8 épisodes, on verra bien où ça nous mène, mais pas d'attente. On pense pas à la trilogie originale, on va pas penser non plus à la postlogie. On va prendre cette série comme elle est, avec de nouveaux personnages. Je pense qu'on en avait parlé même du temps de la sortie de The Acolyte, qui était un peu beaucoup plus attendu du fait de la période. Voilà, il y avait une plus grosse, je sais pas si c'était une plus grosse prise de risque, mais en tout cas une plus grosse attente. Et le fait qu'il y ait quand même moins d'attente sur une série, généralement t'as quand même plus de chances de réussir. Faut-il que ce soit bien exécuté? Une réussite critique, on l'entend, parce qu'après sur les audiences, c'est une autre paire de manches et on va en reparler. Mais oui, t'as raison. On rentre peut-être dans le détail juste du scénario, parce que pour moi, la thématique générale de cette série, c'est l'espoir. L'espoir, il va être au sein de cette série incarné par déjà un personnage, c'est Wim, forcément. Parce que Wim, il va d'abord se nourrir de rêves, je trouve, que ce soit les histoires Jedi, tu sais, le bouquin qu'il a pu lire et tout, ça c'était super bien. Avec des aventures, etc. Le fait qu'il rêve aussi avec des vaisseaux accrochés au-dessus de son lit, alors que des vaisseaux, il y en a pas sur Tatooine, vu que personne ne part, etc. Donc c'est vraiment un rêve et un espoir. Donc on le voit dès le départ et moi, ça l'a rendu tout de suite touchant. En plus de ça, tu rajoutes le fait que il ait sûrement perdu sa maman, qu'il se retrouve avec un papa qui est tout seul, etc. Enfin bref, je trouve qu'en 2 minutes, là où c'est bien écrit, c'est qu'en 2 minutes, tu développes de l'empathie pour le personnage et pour le petit. On va pas s'amuser au jeu des 7 différences et des comparaisons avec les autres séries, mais la différence avec The Acolyte, par exemple, c'est que en 1 minute 30, t'as développé déjà énormément d'empathie avec le personnage principal. Ensuite, il va croire en ses rêves, notre ami Wim, parce que il veut tout simplement échapper à cette vie sur Tatooine. Il veut pas passer son test de carrière, etc., etc. Et puis ensuite, il va tout simplement les vivre en découvrant l'Onyx Cinder, en partant, en n'ayant pas peur justement de partir, et puis en regrettant même que l'histoire se termine, alors que pourtant ils étaient un petit peu en danger. Donc pour moi, Wim, c'est clairement l'incarnation, tu vois, de cet espoir. Il va porter l'espoir du coup de cette série et de cet état d'esprit qui a été insufflé dans cette série, et ça j'ai adoré rien que pour ça. On a aussi une scène qui est un peu notable, je reviens sur les quelques points que j'ai notés sur cette thématique là, mais on a ce discours et ce dialogue entre la maman de Fern et Fern dans l'épisode 8, où là est la question de savoir si ils vont détruire la barrière pour justement permettre au X-Wing d'avoir de l'aide, mais en même temps la maman dit oui mais on sera plus protégé, etc. du monde extérieur. Et je trouve que ce discours, premièrement, est très beau, très simple en termes d'écriture. Le dialogue dure pas 12 plombes. Il est parfait. On comprend juste effectivement que la maman, elle a ce désir quand même de sécurité, etc. Parce que oui, c'est un peu un monde idéal en termes de sécurité pour les enfants notamment. Donc, en tant que parent, c'est sûr que c'est intéressant, c'est une certitude, mais au détriment d'une vie peut-être heureuse, pleine de surprises et d'accepter une forme de servitude volontaire. Tu vois, un petit peu à être obligé d'écouter une IA et de faire ce que nous dit de faire une IA. Enfin, tu vois, c'est quand même particulier. Et de l'autre côté, on a Fern qui justement va développer un discours en disant non, il faut un petit peu s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la galaxie, etc. Mais en plus,
pas en le faisant de manière niaise, tu vois, et naïve, en disant la galaxie effectivement, elle a des côtés super dangereux. En même temps, il faut, on a quand même beaucoup d'amis, etc. Sur tous les mondes qu'on a croisés, même dans les mondes les plus hostiles, on a croisé des gens qui étaient super et qui étaient nos amis et tout. Et je sais pas, j'ai trouvé ce message, tu vois, ça dure pas longtemps, mais j'ai trouvé ce message super bon. Et du coup, bah c'est encore une fois un message d'espoir de se dire oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas belles dans cet univers et forcément bah, ça parle aussi de nous un petit peu dans ce monde, mais il y a aussi des choses qui sont belles et il faut peut-être pas se fermer forcément à ces choses-là. Ce côté vraiment beau message mais en même temps pas naïf, enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était parfait, c'était très bien écrit, c'était super. J'avoue que le dialogue aussi m'a beaucoup touché entre Fern et sa mère. Il y a même un côté effectivement pour les jeunes parents même de leur faire passer un message du style n'ayez pas peur si vos enfants essayent de vivre de leurs propres ailes, voilà. Mais je comprends qu'effectivement, en tant que parent, t'es ce côté cherche la protection, cherche la protection, la sécurité pour tes enfants. D'autant plus que la mère, elle a toujours grandi sur cette planète. Enfin, on imagine. Hein. Moi, plutôt à l'inverse, ce que j'ai remarqué, c'est que on avait un personnage justement qui avait lui complètement perdu espoir. Et c'est Judd, justement. On ressent bien que il a reçu cette formation, cette éducation par cette maître Jedi qui visiblement l'a récupéré. Donc on se doute que déjà Judd, il vivait dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes que les 4 enfants déjà de base. Peut-être qu'il était probablement livré à lui-même, il avait peut-être plus de parents, personne, on sait pas. Et justement à la mort de sa maître Jedi, on imagine que c'est quand même le déclic qui malheureusement l'a fait vriller et probablement qui l'a mené à ce chemin de devenir un pirate et faire de temps en temps le mal, menacer, d'utiliser beaucoup de ruses pour parvenir à ses fins. C'est assez marrant de voir cette opposition en fait de Judd qui lui justement a complètement perdu visiblement espoir et c'est bien retranscrit dans la série, on le comprend assez vite. Ouais, c'est vrai, t'as entièrement raison de voir cette dualité entre t'as l'impression même dans certains épisodes que lui il se met en colère, tu vois, envers les enfants parce que justement c'est limite s'il était un peu jaloux qu'il aurait voulu voilà avoir. Exactement et s'il était jaloux de tout ça et donc du coup effectivement quand tu vois les enfants qui ont grandi sans problème de crédit, ils se baladent avec des crédits ils peuvent absolument tous payer, ils ont le confort d'une maison, d'une famille. C'est assez intéressant de voir la dualité qu'il y a avec Judd qui, on le suppose, oui comme tu le dis, peut-être sûrement orphelin, qui peut-être a repris espoir au moment d'avoir cette Jedi et l'espoir tué dans l'œuf parce que on suppose les inquisiteurs ont trouvé la Jedi qui avait survécu à l'Ordre 66, donc reperte d'espoir derrière. Tu sens qu'il est désœuvré et qu'il est perdu. Je crois que c'est dans l'épisode 3 sur la lune, tu sais, de Kim, où à la fin il dit moi aussi je suis seul, moi aussi je suis perdu, etc., etc. Exact. Et comme tu le dis, c'est encore une fois la perte de l'espoir qui va le conduire sur un mauvais chemin. Parce qu'on sent que c'est pas quelqu'un forcément qui pouvait avoir un mauvais fond, mais c'est juste que il a manqué de crédit toute sa vie. Tu sens qu'il ne vit que pour ça. Quand tu le vois découvrir les crédits, je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais quand il découvre les crédits dans le coffre, il a 2 doigts de pleurer. T'as l'impression qu'il a 2 doigts de pleurer et après il vrille dans cette vrille. Il est mi-enfant, mi-complètement bipolaire un peu. Exactement, c'est exactement ça. Et on sent d'ailleurs, enfin moi c'est ce que j'ai pensé, je sais pas si toi aussi tu l'as ressenti comme ça, mais que Judd, quand il y a ce dialogue notamment avec Wim, un petit peu, où Wim lui confie au final qu'il a perdu sa maman, etc. Arrête, cette scène me brise le cœur. Non mais tu penses que Jodna, lui, il va avoir peut-être un petit peu plus d'empathie à ce moment-là pour Wim, malgré tout. D'où peut-être les regards, notamment dans l'épisode 8, ou ce dernier regard d'ailleurs qui se lance l'un à l'autre, où t'as le Wim qui est plein de déception, et puis en même temps, le Jodna, qui est très bien joué par Jude Law, on va y revenir, mais qui en même temps, je trouve, c'est un regard mis de détresse, d'excuses et en même temps de ouais mais c'est comme ça, c'est ma vie, etc. Enfin, je veux dire, il y a un peu de tout dans ce regard. Après, bon, on peut trouver tout ce qu'on a envie d'y trouver aussi, bien entendu, mais je trouve que c'était très intéressant parce que Wim, c'était éventuellement cette petite flamme qui pouvait lui refaire, tu vois, croire et avoir un petit peu d'espoir, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé cet arc-là et je vais pas en tartiner des tonnes, mais j'ai beaucoup aimé plu, donc c'est important de rester là-dessus parce que. C'est sûr, c'est sûr. Tu me mets de Verveine, s'il te plaît. Et si on dézoome un petit peu et qu'on remet cette histoire dans le cadre un petit peu galactique, tu vois, et de l'univers et de la saga. Alors oui,
on l'a dit, cette histoire elle est déconnectée un petit peu, bien sûr, c'est les bases de cette série Skeleton Crew, mais malgré tout, on voit au fil des épisodes, avec l'agrandissement du lore et les enjeux et les mystères que recèle cette planète à Tatooine, et notamment tous ses crédits, bien sûr. Bien sûr. On sent qu'il y a vraiment un gros enjeu et de gros mystères à l'échelle même de la saga. Donc toi, comment tu vois cette histoire au sein de la saga, justement? Encore une fois, il y a une forme effectivement de déconnexion par rapport à l'univers, puisque cette planète, elle est complètement autonome, elle vit en autarcie avec cette barrière, donc on sent bien que je pense que ils se sont servis de ça dans le scénario et c'était très malin de la part des showrunners. Bien sûr. Cependant, avec ce final et avec cet épisode 8, on comprend bien que tous ces crédits, c'est pas possible qu'ils soient pas utilisés à un moment. On voit bien, là je vais parler de la postlogie, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, je crois, qui séparent cette série, j'imagine, de l'épisode 7, probablement une vingtaine d'années. Ouais. On peut pas, ça serait complètement idiot de ne pas émettre certaines théories sur ces crédits, et notamment qui les a utilisés, pourquoi, pour quelles raisons. Je pense qu'il y a quand même une forte probabilité que ces crédits-là ont servi à la naissance du Premier Ordre. Alors, c'était une théorie que j'avais développée dans une des vidéos à vie. J'ai pensé à la même chose, tout de suite. Ouais. Mais alors, en l'occurrence, sur l'hypothèse de base, la première, c'est quand tu vois la fin de la série, c'est plutôt l'hypothèse simple, c'est de dire la Nouvelle République avec le Tantive qui arrive là. Oui. La Nouvelle République prend la possession de la planète, prend la presse à monnaie, voilà, la presse à monnaie, et puis régule tout ça. Mais effectivement, après, ça peut rentrer dans justement le Premier Ordre qui prend la presse à monnaie, qui commence à s'en servir pour financer tout ça. Ça peut être super intéressant, ça. C'est clair. Disons que c'est là où ils sont très bons. On va pas émettre peut-être 12 milliards de théories, mais je pense qu'ils se sont laissé la porte ouverte pour aller davantage dans l'histoire pour peut-être une saison 2. Je ne sais pas si elle aura lieu. Moi, par rapport à ça, justement, il y a peut-être juste une petite incohérence quand même que j'ai pointée. Le fait qu'on apprenne que l'IA, enfin le superviseur là, dise que le dernier message qu'ils aient reçu de la République, c'est un message disant que les Jedi ont trahi, etc. Donc l'Ordre 66 et tout. Donc c'est l'Empire au final, c'est le début de l'Empire. Donc c'est Palpatine en gros qui envoie ce message à Tatooine. C'est quand même particulier et bizarre que ça veut dire s'ils envoient un message à Tatooine, ça veut dire qu'ils ont connaissance de la planète forcément. C'est bizarre que Palpatine n'ait pas cherché quand même à essayer de récupérer les crédits pour le compte de l'Empire. Mais bon, après, je m'étais fait une hypothèse dans ma tête, c'était que si Reynod a tout pillé, tu sais, les autres planètes des joyaux de la République, pour ensuite ramener tout le magot sur Tatooine. On nous explique sur Atacran, c'est SM33, je crois, qui explique que celui qui a effacé les coordonnées d'Atatine, c'était Tac Reynod. Donc peut-être que c'est des événements qui ont eu lieu concomitamment, là, l'Ordre 66 et puis ça, et que du coup l'Empire a pas pu retrouver la trace d'Atatine parce qu'il y avait plus de coordonnées disponibles. Ça s'entend aussi. Voilà, c'est peut-être une hypothèse comme ça, ou tout simplement c'est un message un peu, une bouteille à la mer qui était lancée au sein de toute la galaxie, que les Jedi ont trahi. Et puis du coup ils ont tout simplement capté le message. Mais bon, c'est peut-être la seule petite incohérence dans le propos que j'ai noté, mais encore une fois qui a une possibilité d'explication très rapide, quoi. Bien sûr. Mais encore une fois, ce que j'ai beaucoup apprécié malgré tout, c'est que et c'est ça d'ailleurs qui au final, tu sais, au début j'avais dit sur mes 2 premiers avis, j'avais dit ouais, j'aime bien le fait que ce soit une histoire simple qui est pas connectée à la saga, etc. Mais ils ont tellement bien, je trouve, développé le lore de cette série, entre les joyaux de la République, Tac Reynod, la presse à crédit, les crédits qui datent de l'ancienne République, donc les Datari, etc. Je me suis dit putain, c'est génial. Donc il y a tous les ingrédients pour justement faire une super belle connexion, tu vois, au reste de la saga. Et au final, avec cet épisode final, bon bah t'en as pas non plus 12 000 déconnexions. Ok, t'as la Nouvelle République qui arrive derrière, tu vois, mais t'as pas une très grosse connexion qui a été faite. Est-ce qu'il y en aura une plus tard? Ils en ont sous le pied en tout cas. Enfin, si ils ont laissé ouvert assez de portes. Ils ont laissé ouvert assez de portes. Voilà, s'il faut développer certaines choses qui n'ont pas été abordées, je pense qu'ils ont 12 milliards d'idées dans la tête. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le développement du lore, j'avoue que au fur et à mesure des épisodes, ça a été génial. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en perspective. Je repense même à un épisode là, comme ça me vient, mais le fait qu'on apprenne que le clan bancaire existe. Carrément. Toujours, du coup, carrément. C'est marrant de les voir dans leur petit sur l'Anoupa jacuzzi. Voilà, sur leur jacuzzi debout. Passons maintenant côté personnage, on va essayer de revenir un petit peu et débriefer sur les différents acteurs, etc., l'écriture des personnages, le développement et tout.
Toi, si t'avais peut-être un ou plusieurs personnages, allez, que t'as préféré dans la série, vas-y, laquelle, Alors, dis-moi. c'est dur parce que je pense qu'une des forces principales de cette série, c'est ses personnages et ses acteurs. Donc, tu veux que je te dise, ça a évolué au fur et à mesure de la série. Ouais, dis-moi. J'ai été fasciné par Neil dès le premier épisode parce que trop mignon. Voilà, on n'avait jamais vu depuis Max Rebo cette espèce-là, et là le fait qu'il soit tellement bien fait, tellement bien réalisé, les mouvements géniaux, et puis alors vraiment, s'il y en a bien un qui est peut-être le plus enfant de tous et le plus innocent, c'est Neil. Donc tout de suite, en fait, dans les premiers 2 épisodes, j'ai été complètement obnubilé par Neil. Après, moi, j'ai développé une affection totale pour SM33. Ah ouais? Parce que je l'ai trouvé génial dans ses répliques, son côté vraiment drôle, fun, totalement déconnecté de temps en temps du dialogue qui peut se passer. Quand il soit dans le délire pirate à fond. Ah, mais complètement, c'est-à-dire, il est complètement obtus dans son truc, il vit pas du tout à la même époque avec les mêmes personnages, enfin il est complètement déconnecté. Je l'ai trouvé génial, et c'est un super personnage. Donc quand je l'ai vu se faire zigouiller à plusieurs reprises, je me suis dit oh non, ah si, c'est bon, ils vont le faire revenir. Donc voilà, et j'avoue que j'ai pris une claque dans les 2 derniers épisodes, et peut-être aussi dans le dernier, par Wim, parce que ce gamin, il a tout en fait. C'est tellement je trouve l'enfant parfait qu'on rêverait d'avoir en tant que parent. Ce petit qui est gentil, qui a juste besoin d'affection, d'attention, et de le voir se livrer à plusieurs reprises. On sent qu'il est à la fois il peut être très introverti et ne pas avoir envie de développer tout ce qu'il ressent au fond de lui, mais ce qu'il traverse au fur et à mesure des épisodes est tellement fort qu'il est obligé en fait de se livrer. Il le fait à plusieurs personnes, il le fait à Jodna, à Fern un peu. Fern, et en fait au fur et à mesure, il dit pas tout le temps les mêmes choses, il les dit pas tout le temps de la même manière, et en fait dès que j'ai vu ses larmes commencer à couler, mais j'étais tremblotant, et même là j'ai un peu des frissons en le disant. Ne serais-tu pas un peu fragile quand même? Fragile, je reconnais. Non, mais je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ça. C'est vrai. Et c'est vraiment le petit enfant parfait qui est super mignon. Donc c'est pas évident de répondre à ta question, mais je suis bluffé par Wim, par l'écriture. Ouais, donc tu dirais Wim, Neil et SM33. Ouais. C'est ce que t'as. Et encore, c'est vraiment pour choisir, hein, parce que ils sont géniaux. Ouais. Et toi? Bah, écoute, non, bah moi, un peu comme toi, je vais pas faire redite, mais moi, j'avoue que je me suis pris d'affection tout de suite pour Wim, pour le coup. Le côté aventurier, rêveur, etc. Et puis, comme je t'ai dit, j'avais de l'empathie tout de suite parce que c'est bien écrit. Tu as cette situation où il a pas sa mère, etc. Enfin bref, le père qui est absent et tout. Enfin vraiment oui, il est dans le confort matériel, mais tu sens qu'il a une très grande détresse affective malgré tout, et du coup il s'évade avec les histoires de Jedi, etc. Et je pense que ça peut parler à énormément de monde, ça. C'est-à-dire qu'on découvert Star Wars et qui avait besoin peut-être de s'évader un petit peu dans cette galaxie lointaine, très lointaine, et je trouve que ça parle à tout le monde et que c'était parfait, tu vois, cet enfant-là. Donc Wim, je l'ai adoré du début à la fin. Moi aussi, j'ai été très touché. Je trouve que ça manque un peu d'une scène d'émotion, mais c'est aussi forcément dû à l'objet de la série, parce que tu sais, avec des enfants, etc., il va pas y avoir une mort horrible, quelque chose de triste, etc. Par exemple, KB, tu vois, qui va se cracher dans le Nick Cinder, j'y ai pas cru véritablement une seconde. Tu vois, je trouve que c'est bien joué, Fern, etc. Il y a une petite tension, la musique est très jolie, etc. Donc ça rend la scène un petit peu, oui, effectivement, où t'as un peu de frisson et tout, mais malgré tout, j'ai jamais eu véritablement énormément d'inquiétude pour les personnages. Par contre, d'avoir de l'empathie et de partager de la tristesse ou de la peine, ou quand lui, par exemple, quand Wim, moi c'est vraiment le personnage qui m'a le plus touché, parce que quand Wim va se confier justement à Jodna, comme tu dis, qu'il attend vraiment un discours rassurant, et tu sens qu'il veut avoir cette image du Jedi, du héros, vraiment il croit en Jodna jusqu'à la dernière seconde, quoi. Et au final, de voir justement cette détresse à la fin, et des pleurs qu'il a à partir de l'épisode 7, quand Jodna montre vraiment son vrai visage. La tristesse qu'il a, c'est pas forcément de la situation d'être en danger ou d'avoir peur pour ses amis, mais c'est juste parce que le héros qui était le Jedi, etc., l'a trahi, cette figure du héros a été démolie par Jodna, et j'ai trouvé ça hyper touchant.
Ça par contre j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant et j'ai adoré avoir ça. Et tu as ce dernier regard quand il est dans l'ascenseur dans l'épisode 8 où tu vois qu'il va définitivement tourner la page de Jodna et tu sens toute la détresse. Il l'appelle quand même. Bien sûr, et tu sens justement, il a besoin d'un soutien, et tu vois Fern qui lui met la main sur l'épaule, tu vois, à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai trouvé ça superbe, en fait. Je sais pas, j'ai vraiment apprécié ce personnage. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, Neil m'a fait beaucoup marrer et incroyable. On va en reparler dans les effets spéciaux, mais c'est absolument incroyable. Moi, j'aime aussi l'évolution de ces personnages. C'est-à-dire que tu les prends tous les 4, et c'est là où je trouve que la série est bien écrite, c'est qu'elle écrit bien ces personnages. Tu as une histoire qui va à 12 000, mais qui prend le temps quand même d'écrire un développement de personnage. Tu prends les 4 au début de la série, ce sont pas les mêmes à l'arrivée. Tu prends Wim, qui est un aventurier qui ne pense qu'à une chose, c'est se barrer de son quotidien, etc. Il rentre avec son père, il est hyper content de voir son père alors qu'avant il voulait pas rentrer. Et deuxièmement, il dit à son père, je sais qu'on est bien sur Atatine, etc. Donc tu vois l'évolution. Neil, c'est le peureux qui était dans son confort et le suiveur clairement, qui suit absolument tout ce que fait Wim. Au final, au fur et à mesure des épisodes, tu sens qu'il va prendre de la confiance en lui, qu'il va prendre du courage avec l'épisode 4, et il va essayer de draguer un peu la Aina. C'est le petit bisou qu'il l'a. Voilà, exactement, il l'a fait glow up, il l'a upgradé, c'est exactement ça. Donc non, ça c'est sûr que de le voir évoluer aussi comme ça, c'était absolument passionnant de voir son évolution. Et l'apothéose de ça, c'est dans l'épisode 8, il se fait tirer dessus. Non mais allez-y, je vais les retenir, etc. Enfin le courage de ça, ensuite de monter, d'aller prendre le canon pour exploser les pirates. Enfin, tu vois l'évolution du personnage, c'est dingue. C'est clair. KB, pour finir, allez, on va aller faire les 4, mais KB passe de la fille timide, réservée, qui va aussi suivre un petit peu Fern, qui à partir de l'épisode 6, déjà va s'énerver contre elle, qui va justement prendre un petit peu de l'indépendance, et puis qui va s'ouvrir à de nouvelles amitiés, et notamment Wim et Neil. Et puis c'est une montée en puissance, elle déchire en tout, en pilotage, en technique, en tir, machin. Donc elle est hyper épanouie, et c'est limite le personnage qui résout tout. C'est clair. Alors que dans les 3-4 premiers épisodes, je pense qu'on s'est tous un peu demandé à quel moment elle va être vraiment utile, à quel moment on va la développer. Donc je te rejoins complètement. Exactement. Et pour finir avec Fern, c'était la rebelle qui faisait qu'à sa tête et un peu trop solitaire. Et au final, elle a appris à travailler en équipe, à s'ouvrir à des amitiés, à des plus petits, et à la fin, même à s'ouvrir à sa mère, alors que la relation, tu sens, en début de série, elle est compliquée. Donc, et de faire vraiment équipe avec sa mère et tout. Donc, tu vois, le fait de faire évoluer ces personnages comme ça, mais ça prouve une bonne écriture. Bien sûr, c'est sûr. Tout est justifié, tout roule, et encore une fois, dans une série qui a peu de minutes, qui a peu d'épisodes, où l'histoire trace, mais prend le temps, malgré tout, je sais pas, et ça c'est une écriture intelligente, prend des petits moments pour justement faire évoluer ces personnages. Et il y en a qui diront peut-être que c'est au détriment du scénario, en comparaison. Là, moi je ne trouve pas. Mais tu sais, j'ai lu plusieurs critiques et je pense qu'ils pensent un peu ça. Mais pour ça, moi je te rejoins et je trouve que effectivement les personnages sont partis d'un point A à un point Z. Au début de la série, ils sont complètement différents à la fin, à travers ce qu'ils ont pu vivre, les aventures qu'ils ont pu vivre. Et la force de cette série, encore une fois, c'est vraiment les personnages, leur écriture, leur développement. Et je me suis beaucoup personnellement attaché à eux, et je pense que c'est réciproque pour toi. Il y en a un quand même, il y a un dont on n'a pas parlé encore, mais qui est quand même le personnage central, c'est Jodna. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage au final, avec les réponses qui nous sont apportées dans l'épisode 8 c'est vraiment ambivalent, ce personnage-là. J'ai envie de dire de prime abord mystérieux au possible. Quand Lucasfilm engage Jude Law, c'est pas pour jouer un salopard, c'est pas possible. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire dans les vidéos avis. Je dis, il ne peut pas être méchant, les gars, c'est Jude Law. Je pense qu'on n'a pas envie. Et puis, oui, exactement. Il a déjà joué un méchant sur Terre, Jude Law, je suis pas certain. Pas beaucoup. Oh si, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Donc effectivement, le personnage de Jodna, il évolue aussi beaucoup au fur et à mesure. Moi, j'avais vraiment cette impression qu'il était sincère et que c'était vraiment un Jedi, et que du coup, il allait
pouvoir au fur et à mesure des épisodes développer une relation vraiment super entre Wim et Jodna. Bon, au final, ça n'a pas vraiment été le cas. Ils ont développé une relation, mais c'est pas forcément celle que j'attendais, du moins personnellement. Donc c'était un petit peu bizarre parce qu'il y avait vraiment pas mal d'épisodes où j'avais envie de dire mais fais le bon choix, Jodna. T'es bon ou t'es pas bon? Et du coup, bon. Et en plus, cette fin d'épisode 8 nous laisse vraiment un peu entre deux eaux, quoi. Il y a ce petit rictus, ce petit sourire à la fin alors, qui me... Non? Ça c'est plus en mode bon, fais un visage de beau gosse. alors beau gosse Déjà. et puis un visage qui veut tout dire, c'est-à-dire en gros soit j'ai vécu une belle histoire et puis c'était bien et puis je m'arrête là, et en même temps j'ai un plan pour une saison 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Là où je te rejoins, c'est que c'est sûr que moi dès le départ, pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos à vie, mais Jodna et donc Jude Law, qui est un acteur que j'adore, j'avais vraiment envie de l'aimer. Bah oui, pareil. Et j'ai eu tellement envie de l'aimer, et effectivement ce vrai visage qu'on voit dans l'épisode 7, parce que c'est surtout celui-là, moi. L'épisode 8, je trouve qu'il réhabilite un tout petit peu Jodna quand même, parce que quand il voit KB se cracher, tu sens qu'il est pas bien. Il dit elle va pas s'en sortir et tout, tu sens qu'il est pas bien. Elle se crache et là il dit ça aurait pas dû se passer comme ça, et limite il s'énerve. Je me suis dit il va nous faire un reveal de Barjo là. Exactement. À ce moment-là. Exactement. Bon, bref. Donc non, mais tu vois, ça le réhabilite un peu. Et encore une fois, la scène de fin avec Wim, le petit regard qui se fait et tout. Moi, je suis persuadé qu'au fond, ce personnage, je pense que tu peux l'amener à être un meilleur personnage. Surtout que maintenant, il est plus ou moins débarrassé de sa clique de pirates, etc. Tu peux le ramener dans le droit chemin. Il a jamais voulu blesser personne, même si forcément tu sens à partir de l'épisode 7 et même dans cet épisode 8 que il n'est drivé que par ses intérêts propres. Il se dit non, je veux pas vous faire de mal, ne vous inquiétez pas. Bah oui, forcément, parce qu'il veut les remettre au turbin, qui fasse des crédits avec la presse à crédit pour ensuite être illimité. Vous inquiétez pas, je vais pas détruire la planète, elle va rester cachée et tout. Bah oui, c'est dans son intérêt, tu vois. Il est bon quand même. Hein. Mais il est bon, c'est un très bon communicant. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais pour le coup, ce que j'ai bien aimé malgré tout avec ce personnage, c'est qu'ils nous en ont fait un vrai pirate. On est dans une œuvre pour enfants. Ils auraient pu faire un Hondo Ohnaka à la sauce Rebels. C'est-à-dire, Hondo Ohnaka, dans Clone Wars, il est méchant. Hein. Il est pas gentil, il est pas très drôle, etc. Quand il débarque dans Rebels, c'est pas pareil. Il est plus marrant, il est plus gentil. Il va foutre dans la merde parfois Ezra, etc. Mais au final, il est plutôt de son côté. Voilà. Donc moi, je me suis dit, ils vont nous faire un perso comme ça. Et au final, non. Et j'ai trouvé que c'était au final heureux qu'on soit pas sur une autoroute, et parce que quand tu prends le final de cet épisode 8, bon bah t'aurais pu limite écrire ce final d'épisode 8 à la fin de l'épisode 1. Tu vois ce que je veux dire? On aurait pu tous se réunir et dire bon, la fin convenue, c'est ça quoi. Le personnage de Jodna, je trouve que il est assez surprenant malgré tout. C'est peut-être la bonne surprise de la série, c'est qu'il soit clairement pas un gentil. On va pas aller jusque là, non, c'est sûr. Je rappelle, un couteau à la gorge de Fern. Les sabres laser sur les parents, donc c'est sûr que c'est pas un saint. On va pas se mentir. Non. Ce personnage, voilà, je pense que si on le revoit à l'avenir, l'avantage c'est que tu peux le mettre dans toutes les cases. Oui. À la sortie de cette série, tu peux le mettre en méchant qui va venir embêter des protagonistes, et de l'autre côté, tu peux le mettre aussi en renfort à un moment parce que c'est peut-être son intérêt, tu vois, tu continues à mais tu peux le mettre en renfort des gentils. Donc je te rejoins complètement. Et ça m'étonnerait qu'on ne voit plus Jude Law dans l'univers. Ça serait bête. T'as un acteur comme ça, une tête super connue, ça serait bête qu'on ne le voit plus. Il coûte cher. Hein. Non, il coûte cher, mais bon, regarde, sur Andor, ils ont... alors ok, il y avait une justification à le faire, mais ils n'étaient pas obligés de faire revenir Forest Whitaker, parce que ça doit pas être l'acteur le plus gratuit de l'univers. Mais ça fait plaisir de voir des grands acteurs quand même dans l'univers Star Wars, et surtout dans des séries qui appartiennent au lore et qui sont pas là juste pour prendre le billet de la super production et l'épisode 10. Donc non, moi j'adore. Et qui n'était... Oui, c'est un personnage quand même central, mais je ne regardais pas le Skeleton Crew en mode allez, Jude Law, c'est quand son passage. C'est vrai. C'est ça que j'ai trouvé génial au bout de la mi-saison. J'ai commencé à me dire, je regarde vraiment pour déjà ce scénario, j'ai envie de voir où ça va, et je commence vraiment, j'ai l'impression, à m'attacher aux petits. Ouais, je suis d'accord. Ce qui n'est jamais le cas en plus généralement dans une série ou dans un film, parce que soit malheureusement les enfants jouent mal, ou alors ils sont pas très intéressants. Or là, c'est tellement bien écrit, tellement des personnalités différentes, t'as envie de voir comment ils vont évoluer, etc. Que là, Jude Law, c'est l'antagoniste un peu parfait que t'as envie de voir, mais pas trop. Tu regardes Skeleton Crew, pas forcément pour Jude Law, et ça a été très bien développé au fur et à mesure de la saison. Entièrement d'accord avec toi. Jude Law joue très bien.
moi je trouve que c'est un très bon c'est un très bon Jude Law qu'on a là dans Star Wars. C'est pas un Jude Law au rabais. Je pense qu'il s'éclate à manier le sabre laser et tout et être habillé en pirate. Ouais, c'est un Jude High du coup. C'est un Ils n'ont pas. Oh, elle est belle. Elle est belle. C'est pour vous, c'est cadeau. Pour les anglophones uniquement. Hein. Ah bah bien sûr. Mais donc oui, effectivement là, c'est un Jude High. Effectivement, t'as raison. On a plutôt un très bon Jude Law et effectivement, je suis d'accord avec toi. Les enfants jusqu'à présent, c'était pas assurance tout risque en termes de jeu. Je trouve que c'est couillu. Permettez-moi l'expression, mais d'avoir de mettre 4 enfants personnages principaux. Je pense qu'ils ont été vigilants sur le casting. Ah, ça a dû prendre un bon moment pour faire le casting. Ils ont casté beaucoup d'enfants. Mais je trouve qu'ils jouent super bien. Alors, pour juger du jeu, c'est une certitude que c'est mieux de regarder en VO. C'est sûr, il y a pas photo. Néanmoins, je trouve qu'en VF ça rend bien aussi. Et t'arrives quand même à voir le jeu de l'acteur qui fait sa performance. Et je trouve que les 4 jouent très bien. Je dis les 4 parce que même Neil, ok, il est en costume et tout, mais franchement, je trouve que c'est très bien, c'est très bien joué, c'est très bien fait. Et KB aussi, 98% du temps, on voit pas ses yeux. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent avec les yeux, le regard de Ferme, les larmes de Wim, etc. Je rejoins ce que tu dis. Que même une KB qui, dans les premiers épisodes, n'est pas trop développée, elle a eu 5 minutes de gloire dans son échange avec Wim sur la planète avec les crabes. Ouais. Et pourtant, cette scène est merveilleusement bien jouée. Le fait qu'elle soit au ralenti comme ça, ce côté un peu robotique, mais très bien réalisé. Je trouve que c'était naturel et c'était vraiment très bien fait. Donc encore une fois, chapeau à ceux qui ont dirigé les enfants, parce que ça doit pas être évident sur un tournage de diriger des gamins. Et aux enfants eux-mêmes. Et aux enfants eux-mêmes, parce qu'ils sont extrêmement talentueux et... Wow, c'était super. Bien sûr. Et en parlant des personnages, pour finir un petit peu sur les personnages, on a quelques sidekicks et des personnages qui sont annexes, on va dire, notamment les parents. On les voit pas énormément. Moi, j'ai plutôt bien aimé quand même le papa de Wim, qui est très dur et tout, et j'ai bien aimé sa scène de retrouvailles avec son fils. Oui, carrément. Lui, il évolue aussi. Donc, mais j'ai bien aimé la scène de retrouvailles parce qu'on a senti qu'il craquait un peu, tu vois. Donc ça, j'ai quand même beaucoup aimé. On sentait de la douleur un peu, tu vois, avec pudeur et tout, mais il lui reste plus que lui quand même, s'il a perdu sa femme. Donc voilà. Et je pense qu'il se raccrochait trop à son boulot au détriment de son fils, et puis là, au grand œuvre. Ouais, exactement. Et puis là, à la fin de cette aventure et sentant son enfant menacé, ça, je pense qu'il va complètement changer de priorité, en tout cas. C'est sûr. Donc ça fait chaud au cœur et plaisir à voir. Ouais. Qui est notable aussi, la maman de Fern. Même si c'est peut-être le personnage qui m'a le moins emballé, on va dire. Mais c'est bien aussi d'avoir comme tu dis, cette évolution aussi, comme le papa de Wim, où c'est quand même elle qui au final qui doit être à mon avis l'adoratrice du fonctionnement d'Atatine la plus zélée, et au final c'est elle qui va détruire la barrière parce qu'elle fait confiance à sa fille. Tout à fait. Donc je sais pas, c'est un beau témoignage d'amour à travers je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça, je trouve, quand tu prends un peu de recul, que j'aime beaucoup avec cette série. Vraiment, j'adore ces messages là. On peut aussi parler rapidement des pirates. Alors on va revenir dans la partie direction artistique, effets spéciaux, etc. sur comment ils sont faits, etc. en animatronique et tout, mais les pirates, t'y crois un petit peu à cet équipage de pirates, à ces vaisseaux, etc. Moi j'ai trouvé que c'était super bien. Oui. Ah oui, j'y crois complètement. Ce qu'on aime dans les pirates, c'est généralement dans les films ou dans les séries, c'est voir qu'ils sont tous un peu différents. Ils ont tous, t'en as un qui va avoir le persille au nez, t'en as un qui va avoir la boucle d'oreille, des cheveux, pas de cheveux, un animal de compagnie sur l'épaule et tout. Un petit perroquet. Un petit perroquet par exemple, ou un singe bien sûr. Là c'était génial, ils ont tous, en plus, ça facilite avec Star Wars, il y a tellement d'espèces qu'on ne connaît même pas. Bien sûr. Ils peuvent créer. Ils peuvent créer. Ouais. Donc cette flotte et cet équipage de pirates, on le ressent. Ils sont à la fois tous soudés vers un intérêt commun, c'est-à-dire le pognon, les crédits. Mais ouais, je les ai beaucoup aimés. Je vais pas dire qu'ils sont attachants, mais en tout cas, ils sont crédibles. Et je les ai bien aimés en tant que méchants. C'est des méchants avec légèreté, on va dire, quand on a regardé la série. Mais justement, c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai aimé les détester et je vais continuer de les détester d'ailleurs. Moi, ce que j'ai aimé avec les pirates, c'est que je l'avais dit dans une de mes vidéos à vie, mais c'est qu'au bout d'un moment, j'avais peur que ce soit toute la série un peu une masse informe en disant les pirates. Tu vois, parce que l'histoire, encore une fois, va à 12 000, tu te dis il y a pas le temps de creuser un peu, et au final t'arrives avec
peu de scènes, mais t'arrives à créer quelques individualités. Alors bien sûr, pas tous, mais quelques individualités. Tu vois les personnages de Kona, tu vois les personnages de Chelt, tu vois ceux qui sont plutôt loyaux à Brutus. Les aficionados. Les aficionados de Brutus, comme celui qui jouait Steve Urkel, là, Gunther. Oui, Gunther, bah, le numéro 2, entre guillemets. Exactement. Et de l'autre côté, ceux comme Chelt qui, eux, vont prendre la défense de Jodna. Donc, non, j'ai aimé qu'il y ait ça aussi au sein même des pirates, parce que c'est la vie d'un équipage, et le fait que justement ils prennent soin que ce soit pas une masse informe, les pirates. J'ai bien aimé aussi ça, et c'est aussi dans l'écriture de personnages que j'ai trouvé ça super intelligent. Et puis pour finir, dans les sidekicks, on a les petits personnages alors qui sont intéressants visuellement, mais je trouve qu'apporte, c'est peut-être celui qui s'en sort le moins bien, le personnage de Kim. Je sais pas ce que t'en penses, mais pas mal sur le papier, le côté du hibou chouette, etc. Mais déjà, je trouve que bon, ils nous ont fait un hibou, quoi. En soi, t'aurais pu... C'était un peu Maz. Oui. Alors oui, mais sauf que Maz, c'est une race quand même qui est nouvelle un peu dans Star Wars, qui fait Star Wars, on va dire, entre Yoda et E.T. Tu vois, et tu vois ce que je veux dire. Mais là, ils nous ont fait une chouette, quoi. Ils nous ont fait un hibou, donc ça fait plus Harry Potter que Star Wars, tu vois. Ce qui est bien sur ce personnage, c'est qu'on le voit très peu, et quand on le voit dans l'épisode 3, il me semble, on sait toujours pas qui de Jodna ou bien de Kim dit la vérité, est gentil. Ouais, après tu t'en doutes assez vite quand même. Mais moi je suis crédule. Ouais, mais quand elle dit bon, je vais appeler des amis, c'est la Nouvelle République, tu te dis elle est pas méchante. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi, t'as toujours un doute sur Jodna, etc. T'oublies quand même la souris de SN33 en sidekick. Tout à fait. Quel grand personnage. J'ai adoré toutes ses répliques. J'ai adoré. Très belle évolution d'ailleurs. Et on a aussi, on va le dire rapidement, mais on a un acteur français qui s'en sort pas mal. Mathieu Kassovitz, qui pour moi est dans le pire épisode de la série. Alors je dis le pire épisode, le moins bien, on va plutôt dire ça comme ça. Moi j'ai trouvé que c'était le moins bien en termes de tout, de rythme, d'écriture, d'effets spéciaux, etc. Même s'il est intéressant, il est pas inutile, clairement, parce que on va voir Neil, par exemple, évoluer pas mal dans cet épisode, et puis on va quand même apprendre pas mal de choses sur les Joyaux de la République avec justement Atakran, cette planète d'Atakran. Et donc on a le général Strix, et donc Mathieu Kassovitz entre dans l'univers Star Wars. Je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt, mais en tout cas, bon, ça faisait quand même plaisir de le voir, et il joue bien son rôle. Il est quand même réputé pour être un des très grands acteurs français aussi, Mathieu Kassovitz, depuis déjà un bon nombre d'années. Donc c'est vrai que même moi j'ai été surpris, je pense comme nous tous, quand on le voit. Il a un personnage quand même qui est important, mais uniquement pour cet épisode. Donc comme tu le dis, à mon avis, pas dit qu'on le revoit. Et malheureusement, effectivement, il figure dans un épisode où on en dit trop peu. On aurait aimé en savoir plus sur cette petite guéguerre que se mènent plusieurs factions de cette planète. J'ai oublié déjà le nom des factions, mais il y a les Troïques. Les Troïques. Non, les Troïques. Troïques, c'est eux. Ouais. Et l'autre faction qu'on voit passer là où les petits... Datan ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Un truc comme ça. Où Wim, ils sont dans le bus en train de se planquer, je crois, à ce moment-là. Non mais c'est clair que ça, clairement, c'était un truc que j'aurais aimé que ce soit développé, et je pense que ça aurait vraiment profité à l'épisode. Tu rajoutes à cet épisode une grosse scène de fight entre les deux clans, ça aurait tout changé sur l'épisode. C'est clair. C'est dingue. Mais bon. Et pour finir un petit peu sur les personnages, qu'est-ce que t'as pensé de la VF? Parce que toi t'as regardé en VF, donc oui. Je sais pas si j'ai un avis biaisé ou non, parce que c'est vrai que toutes les nouvelles séries, les nouveaux films Star Wars, j'ai l'habitude de les regarder en VF. Pas que j'aime pas la VO, les sous-titres, etc. Parce que ça me plaît, ça dépend des séries, c'est un peu au gré. Ouais, mais Star Wars, ça a toujours été de la VF. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très bonne. Les 4 enfants, je trouve que la VF est très bonne. Et puis pour ce qui est des autres acteurs, j'ai adoré la VF mais je pense que c'est à peu près pareil en VO, mais de SN33, parce que je la trouve géniale. Enfin, elle est drôle. Moi, j'ai écouté en VF et en VO. Oui. Donc en VO, c'est Nick Frost. Tu sais, c'est celui je vois qui c'est, bien sûr, avec l'alien. Oui. Alors, et avec Paul. Voilà. Donc c'est Paul. Le dernier pub avant la fin du monde. Voilà, exactement. Lui, je l'ai écouté en VO. Pas mal, bien sûr. Mais je trouve que la VF est vraiment très très bonne. C'est l'acteur, tu sais, c'est le doubleur de The Rock. Et bien sûr. Et de Star-Lord, des Gardiens de la Galaxie. Et je trouve que c'est vraiment le côté pirate et tout, la voix elle est parfaite, quoi. Génial. Franchement, elle est vraiment marrante. Les blagues tombent pas à plat, parce que souvent t'as des blagues qui marchent bien en VO,
avec le jeu d'acteur, Oui. etc. Et en français, c'est moins le cas. Et l'humour, est là grâce à SM33, surtout sur cette série. Et je trouve qu'il s'en sort super bien. Donc, non, super point pour la VF. Ouais, pareil. Il y a pas grand chose à dire. Des fois, le doublage, peut laisser à désirer, mais là, Rien pas de qui m'a problème. choqué. Ouais, Non, ouais, c'était ouais. top. Donc, top. Parlons un peu maintenant de la direction artistique, les amis, parce que s'il y a bien, à mon avis, une qualité, on a déjà vanté pas mal de qualités de cette série, mais je pense une vraiment très très bonne, un très bon point, c'est sa direction artistique, que ce soit l'image et le son. On va commencer par l'image, avec bien entendu les effets spéciaux. Moi, j'ai pris claque sur cette série. Pour moi, c'est la plus belle série Star Wars, mais sans conteste en termes d'effets spéciaux. On voit énormément de vaisseaux, les explosions, bien entendu tous les déguisements animatroniques, parce que il y a les effets spéciaux en numérique, mais les effets spéciaux en practical. Rien que Neil, ça a été une claque dès la première minute. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, mais est-ce que comme moi, tu penses que c'est la plus belle série Star Wars, toi aussi? Oui, il y a eu des très belles choses dans Andorre aussi, de ce que je me souviens, mais là c'est vraiment pour chipoter parce que encore une fois j'ai trouvé que c'était vraiment excellent Skeleton Crew. Je rappelle que c'est un budget qui est quand même moins élevé que celui de The Acolyte. J'ai pas envie de tacler The Acolyte, mais là on voit que quand même il y a de l'argent qui est passé dans les effets spéciaux. Ah ben attends, objectivement, pour juste revenir 2 secondes sur The Acolyte, tu peux aimer la série et surtout ne pas l'aimer, voilà. Mais en soi, un fait objectif, c'est dégueulasse en termes d'effets spéciaux. Quand tu vois pas à plus de 10 mètres, c'est que déjà, Non, soit tu manques d'argent ou soit tu sais pas. C'est dégueulasse. Encore une fois, je me souviens encore de cette scène des scooters dans la forêt là. Dans la forêt, moi aussi. Ça m'avait choqué. Mais bon, bref. Non, passons à autre chose. C'est vraiment bien fait. Effets spéciaux, t'as bien abordé. J'ai envie de parler des décors aussi parce qu'on sent que ils sont quand même creusés la tête. C'est quand même paradoxal de trouver que dans Star Wars, ce qui est très recherché, c'est finalement quasiment des choses qu'on voit au quotidien pour nous. Je pense à bien sûr à Tatooine, le fait de voir ces bâtiments d'habitation ou ces bureaux qui pourraient nous paraître normaux parce qu'on voit un peu ça au quotidien sur la planète Terre. Cependant, sur Tatooine et dans la galaxie Star Wars, c'est quand même des choses qu'on n'a jamais vues jusque-là. Donc c'est vraiment une originalité du décor, mais de par sa simplicité chez nous. Donc quelle créativité d'avoir pensé à ça, et vraiment c'était super original. On voit loin, c'est ça que j'aime bien aussi dans une série. Il y a de la perspective. Il y a de la perspective. Tu vois le premier plan, tu vois ce qu'il y a au second plan, et tu vois même presque un troisième plan avec quelque chose. C'est pas flou. Moi, c'est 2 mètres derrière le personnage. Voilà, c'est ce que j'arrêtais pas de dire dans certaines autres séries Star Wars, notamment The Acolyte. J'en avais marre qu'aux 4 coins de notre écran, ce soit flou pour limiter. Je sais pas si c'est une volonté du. Non, mais un manque de budget, tout simplement. Un manque de budget. T'as moins d'argent à mettre. Voilà. Là, c'est quand même clair et c'est bien fait. Quand on veut nous montrer quelque chose, on nous le montre, et puis on comprend qu'il faut poser ses yeux là-dessus. Sur The Acolyte, il y avait tellement peu de choses où mettre ses yeux là-dessus que finalement tu regardais les acteurs, quoi. Et rien d'autre. Bien sûr. Là, j'ai été transporté. Je reviens sur ce que tu dis sur les bâtiments et notamment la conception d'Atatine, parce que j'étais revenu dessus sur une vidéo, mais je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait, dans l'idée qu'ils en ont faite, c'est que malgré tout c'est donc une planète un peu paradis, mais mine de rien où tout le monde est un peu en prison, un contexte un petit peu quand même anxiogène où t'es surveillé par des robots, etc. Par des droïdes. Donc ils ont voulu. Est-ce que c'est un message subliminal où ils ont voulu nous expliquer que la Terre était un petit peu dans ce sens-là? Attention l'IA, attention où l'IA peut nous mener. Oui, alors ça peut être ça, et aussi tout simplement le fait que les sociétés par exemple occidentales qui vivent dans un certain confort, etc. Au final elles peuvent aussi être dans un système qui au final aliène un peu les gens. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et dans la DA, je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait ça. C'est d'avoir mis une banlieue américaine, clairement, avec des maisons assez cossues, assez grandes, assez confortables, cosy, quoi, tu vois, où t'as envie d'y être et d'y vivre. Donc ça, en banlieue, où tout le monde a plus ou moins la même maison. Donc tout le monde vit un peu dans le confort, parce qu'ils n'ont pas de problème d'argent sur Tatooine, voilà. Et en ville, c'est ce que j'avais pointé, une architecture
ultra communiste. Austère. Ouais. Austère, avec des grands bâtiments, tu vois, collectifs, cette grande tour du superviseur qui ressemble à une énorme tour de Berlin-Est et qui sont des vestiges du temps de l'URSS, etc. Et j'avais beaucoup aimé, tu vois ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont voulu mettre dans l'ADA? Pour moi, je pense que oui, sincèrement. Je pense que c'est pas gratuit. Ouais. Et du coup, tu as ça et tu as ces indices de Tatooine, c'est une planète, ok, où les enfants sont protégés, mais à quel prix? Et c'est au final quelque chose que tu retrouves dans le fameux dernier dialogue entre la mère de Fern et Fern. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc l'ADA, encore une fois, sert le propos. Et quand la DA sert le propos, ça veut dire que ils sont allés dans le détail de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment parfait. Il y a rien à redire, il y a pas un défaut. T'as des plans mais iconiques, moments forts, très très forts. Le Onyx Cinder qui fait sa mue là, complètement. Cette scène, elle est folle en termes d'effets spéciaux. Le crabe aussi, il est super bien fait. Apparemment, il faudrait que je me renseigne exactement, mais je crois que il est quasi fait en animatronique. Je croyais que c'était du numérique. Et en fait, je crois que c'est quasi de l'animatronique. Qu'ils ont fait un jeu d'échelle un petit peu particulier. Enfin, franchement, c'est à couper le souffle. J'ai retenu aussi le moment où il traverse la barrière et qui retourne sur Tatooine. Concrètement, quand tu vois ces paysages verts, ces aurores boréales, etc., tu me dis que c'est dans Star Wars 9, je te crois sans aucun problème. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est le même budget que pour un film d'une trilogie Star Wars. Donc la technologie a vraiment évolué là. Ouais. Et ils l'ont utilisé vraiment à bon escient. Tu sens qu'ils ont mis de l'argent, mais ils l'ont bien réparti. Quoi. Ils ont pas fait les choses à moitié. Et bien utilisé. Et tu te demandes quand même, parce qu'il y a pas 10 ans qui séparent les effets spéciaux de The Acolyte à Skeleton Crew. Je prends The Acolyte pas pour taper dessus gratuitement, mais parce que c'est la dernière série en date. Donc tu vois quand même un step, un gap. Et quand tu vois les deux budgets, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé pour The Acolyte. Donc c'est peut-être pas les mêmes personnes. Faudrait voir. Pourtant. Normalement, Lucasfilm, c'est ILM, tu vois, c'est... Bon, bref. Mais des acteurs mieux rémunérés au détriment du... Peut-être, et pourtant, il n'y a pas énormément de têtes d'affiche sur The Acolyte, C'est pas... voilà, donc... mais de l'autre côté, il y a aussi cette scène et la très bonne utilisation du volume, je l'avais pointé dans l'avis sur l'épisode 7, mais cette scène de descente sur la plateforme ascenseur et la découverte du... T'as l'impression qu'on ouvre le coffre-fort et là, exactement. Alors, j'ai beaucoup aimé cette scène et éventuellement, si tu regardes bien, le seul truc en numérique qui est peut-être un poil moins bien fait, je trouve, c'est l'ouverture du coffre et la salle du trésor. Tu vois, si tu prends le premier plan, pas le plan où Jod touche les crédits, etc. Là, je trouve ça super bien fait. Le moment où les crédits tombent, tu trouves ça très bien fait? Ouais, moi je trouve. Toi, tu trouves que ça paraissait un peu bizarre? On aurait presque dit que c'était de l'eau à un moment. J'ai trouvé que, mais bon, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est éventuellement la scène. Non, mais c'est éventuellement la scène où on peut un peu chipoter, c'est dans le coffre. Mais c'est tellement marrant de voir le si bon jeu d'acteur de Jude Law qui devient complètement barjot parce que tu sens que c'est la chose dont il a rêvé depuis des années et des années. Et au moment où il voit ça, qu'en fait, je regardais que les yeux et la tête de Jude Law, je regardais presque plus les crédits tomber. Et peut-être vers la fin de la scène, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, mais franchement, c'est pour chipoter. Et en parlant donc d'effets spéciaux, et là, en parlant de practical, les aliens, enfin, les pirates, etc., enfin, c'est génial. Déjà, c'est génial d'avoir zéro numérique sur ces personnages-là. C'est bon, on a compris qu'on revient au practical, quoi, aux méthodes des années 70. On a essayé le numérique, il y a eu des critiques même pour la prélogie. On voit bien qu'on revient au practical. Le numérique, il y a eu pas mal de critiques pendant la prélogie. On a essayé en se disant c'est ça le futur, mais en fait ça va mal vieillir, ça commence déjà à mal vieillir. Donc le fait de revenir à ce que tu appelles du practical, et très justement, c'était tellement bien fait là dans Skeleton Crew, tellement bien fait. Il y a aucun personnage qui est utilisé en marionnette animatronique qui est mal fait. Enfin, moi je trouve, c'est mon avis personnel. Le best, le must étant bien sûr Neil, qui est bluffant. On l'a dit, on le redira s'il le faut 12 000 fois, mais pour que tu vois toutes les émotions d'un personnage dans un animatronique, je trouve que c'est là où c'est vraiment très fort. Et tu pensais aussi aux pirates Je pensais aux pirates pour le coup, j'avais commencé par ça, mais tu prends tous les pirates. Alors le plus connu c'est Vane parce qu'on l'avait vu dans Mandalorian, mais tu prends tous les autres, que ce soit même ceux qui ont une apparence humaine, mais tu sens le détail dans le costume. Il y a un niveau de détail quand même dans cette série pour un budget qui est pas exceptionnel, que j'ai trouvé quand même
de très bonne facture, on va pas dire exceptionnelle, mais en tout cas de très bonne facture pour une série Star Wars. L'expression m'a fait très bonne facture. D'accord, tout simplement. Ouais. Faut vraiment qu'ils continuent d'aller dans cette direction-là. Ouais. Et j'avoue que l'utilisation du volume est quand même assez bluffante. Peut-être qu'ils l'ont mieux utilisé à certains moments que d'autres dans toutes les séries Star Wars de manière générale. Pour moi, ils ont atteint l'apogée de leur utilisation. C'est-à-dire que ce soit pas un automatisme comme il y a pu avoir dans Mandalorian, c'est-à-dire Mando, tout était là-dedans et tu c'est là où par le sentir. Bah oui, parce que là, t'as plus ce second plan ou ce troisième plan où t'as l'impression que tout est à peu près à la même perspective, à la même distance. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Là, c'est extrêmement bien utilisé, quoi. Ouais. C'est franchement. Mais bon, la technologie continue d'évoluer. Ouais, ils vont probablement créer quelque chose d'encore plus fou que le volume. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais là, déjà pour cette série, top niveau. Ouais, c'était top. Ghibli. Oh Ghibli. Les LED Banta pour la 22, ils vont se servir tout seuls. Passons maintenant au son, si tu veux bien, parce que s'il y a bien une chose dans Star Wars qui est très importante pour Elliot et moi, c'est la musique et la bande originale. Et là, je sais pas ce que t'en penses. Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique un peu de Skeleton Crew? Écoute, minimaliste, mais bien placé à certains moments. Encore une fois, je reviens au moment où il faut de l'émotion ou non. Je trouve que c'est toujours bien placé, judicieux. Donc si je dis pas de bêtises, la musique c'est le fils de Michael Giacchino. Donc il s'appelle Mick Giacchino et c'est Michael Giacchino son père, c'est celui qui a fait la musique de Rogue One. C'est Rogue One, c'est ça. Donc déjà chapeau à lui pour une première c'est pas sa première expérience mais en tout cas sur un projet un peu d'envergure, oui, c'est lui. J'adore le générique de fin. Là je parle du générique, je pense à ça parce qu'on parle bien sûr des sons de manière générale au fur et à mesure de l'épisode, mais il n'y a pas de générique de début. C'est un peu, maintenant c'est un peu la nouveauté des séries Star Wars, ça m'embête un peu. Mais au moins, dans le générique de fin, on a une musique qui est super enfantine, qui fait vraiment penser aux pirates, un côté aventurier avec cette espèce de, c'est pas une flûte de Pan, mais un truc qui fait du. Je trouve que c'est très bien choisi. En tout cas, tu le fais très bien. Je le fais bien, messieurs dames. En tout cas, tu le fais très bien. Donc je trouve que en fait la musique, en tout cas cette musique, ce générique de fin colle parfaitement à. Et tu le gardes en tête. Ah mais complètement. Tu le gardes en tête. Ah oui. C'est quand même le secret d'une musique un peu réussie, générique et tout. Mandalorian, ça s'imprimait dans ta tête assez vite, le générique de départ. Là, c'est pareil pour cette musique de fin, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que ça accompagne très très bien les scènes. Ce n'est pas aussi iconique et tu sens que c'est pas l'objectif de toute façon d'avoir des thèmes à la John Williams il va pas développer un thème absolument marquant pour Fern, pour Wim, etc. Tu sens qu'il va développer bien entendu des musiques sur l'esprit pirate, etc. C'est sûrement ce qu'on lui a vendu au moment de composer la bande originale. On lui a dit écoute, c'est une série pirate enfant, débrouille-toi avec ça. Je trouve que c'est parfait parce que la musique est pas oubliable, elle est pas trop marquante, elle est pas trop agressive. Par contre, elle va être parfaite, elle va appuyer un moment de tension, elle va appuyer un moment d'émotion et je trouve que c'est l'équilibre à peu près parfait. J'aimerais bien malgré tout, on a eu John Williams incroyable bien entendu, on a eu Rogue One qui était vraiment très bien en termes de musique. Il a pas un fils John? Ou un petit-fils? Peut-être un petit-fils là. Si, mais là du coup de voir un peu le fils spirituel de John Williams, ça serait bien qu'on puisse l'avoir et qu'on redécouvre, alors sûrement au cinéma parce que c'est sûrement pas John Williams qui va faire les prochains films et ce qu'on va voir sur grand écran. Mais il faut qu'on redonne encore une fois toutes ces lettres de noblesse à la bande originale de Star Wars. Ludwig Göransson l'a très bien fait sur Mandalorian. Celui qui avait composé la musique aussi de Andor, je trouve, avait fait un très bon boulot. Maintenant, on attend aussi des thèmes un petit peu iconiques. Là, on l'a pas eu sur Skeleton Crew, mais pas dérangeant. J'ai vraiment apprécié le travail qu'il a fait. Donc, très bon point aussi pour moi sur la musique. Ouais, complètement d'accord. C'est pas forcément la chose que j'attendais le plus, même si toujours la musique dans Star Wars, on l'attend quand même. On l'attend. Mais c'est vrai que dans Skeleton Crew, j'étais pas forcément, j'en attendais pas énormément, mais je suis pas déçu. Effectivement, comme tu le dis, c'est de temps en temps sur certaines émotions, mais c'était suffisant le boulot et le contrat est rempli, je trouve. Ouais, tout à fait. Tu nous mets dessus. Bon, résumons maintenant notre avis global et peut-être donner également une petite note chacun à Skeleton Crew pour cet avis ultime. Ton avis ultime sur Skeleton Crew, Elliot, si on te dit qu'est-ce que tu as pensé de Skeleton Crew en très peu de temps, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, j'ai bien aimé parce que c'est une série
qu'on m'a vendu et on a respecté le contrat qu'on m'a vendu. Voilà, quand je signe en bas de la page, je lis toutes les clauses du contrat et j'ai envie que tout ça se soit respecté. Ça a été respecté. Moi, je considère que le projet Skeleton Crew, il est réussi. Ça n'a pas fait grand bruit. Il n'y a pas eu énormément de communication là-dessus. Mais voilà, encore une fois, on m'a vendu une série un petit peu à part, avec un esprit enfantin, du rêve, de l'espoir, de l'aventure, des pirates. Bah, pour moi, c'est réussi. Ouais. Moi, à chaque épisode, même s'il y a eu du bon, du moins bon, quelques épisodes filler, un petit peu comme d'habitude dans les séries Star Wars, et d'ailleurs, Il y en a pas eu tant que les ça. séries. Non, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu ça. peut-être un ou un et demi, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Je suis pas tombé de ma chaise en voyant Skeleton Crew. Mais honnêtement, et pourtant j'avais un peu d'attente, je dois l'avouer. Et ben j'ai pas été déçu. J'ai même été ravi de prendre du plaisir tous les mercredis à regarder les épisodes. Donc voilà, je suis pas déçu non plus par le final. J'ai bien évidemment envie d'en savoir plus. Donc franchement, moi je suis très content de cette série. Pas de bémol, selon toi? Bah c'est jamais parfait. Les bémols, c'est peut-être de pas avoir développé certaines choses et aussi, mais ça c'est afférent à toutes les séries Star Wars, Bah, on y vient. c'est ça que je voulais te dire, moi. La durée des épisodes. Bah oui. Je te laisse. Non, mais développer, j'en ai déjà longuement parlé dans ma vidéo avis sur l'épisode 7, je crois, où c'est pas normal, il y a que dans les séries Star Wars où t'as des écarts comme ça de 20 minutes entre certains épisodes. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et pour moi, c'est pas les showrunners qui sont à blâmer, c'est Lucasfilm. Je vais pas refaire 10 minutes, allez voir mon avis sur l'épisode 7 si vous voulez savoir exactement ce que je pense des épisodes et de la durée des épisodes des séries Star Wars. Mais pour moi, ça vient de Lucasfilm qui ne sait pas de base quel type de projet ils veulent faire. Donc si tu dis tout simplement à ton showrunner, je veux une série de 8 épisodes de 50 minutes, il doit s'y tenir et il doit écrire son projet comme ça. S'ils ne l'écrivent pas comme ça, c'est que Lucasfilm sûrement doit être incertain au moment de vendre le projet à son showrunner et de confier le projet au showrunner. C'est évident Voilà. et c'est prouvé par un projet comme Obi-Wan par exemple, qui d'abord devait être un film qui a finalement été adapté en série. Bon, ça a été sur une durée assez longue, hein, mais Et là, tu vois l'hésitation. Pourquoi? Oui, et là l'hésitation sur Mando saison 4, Mando saison film, 4, voilà, exactement, qui voilà. dit un film. Voilà. Le projet Lando, c'était un peu Ouais. flou, ça l'est toujours. Ça l'est mais toujours, ouais. série, film, série, on sait pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Il Je pense navigue à qu'ils- vue, il ouais. y a aucune direction au final dans ce truc-là. Mais non, mais je pense qu'ils sont très contents de la manière dont ils font ça. Non, je c'est pas pense qu'ils possible, vont- ils sont pas contents. Vu Vu les résultats, ils vont. Bon, on va en reparler des audiences. Ça fait 6 ou 7 séries. Bon. Et si vraiment ils étaient pas contents, je pense qu'ils auraient peut-être changé leur business model. Écoute, je te propose qu'on en reparle, d'accord? Restons sur notre avis global. Tu as à peu près dit ce que tu Ce qu'il penses. fallait. Je vais pas m'étaler 12 ans parce que j'ai déjà été assez dithyrambique et j'ai beaucoup parlé sur la série. Donc je pense quasi comme toi. J'ai beaucoup aimé. Moi j'avais des attentes. Je l'avais dit dans notre première vidéo, Ouais. la vidéo calendrier où tout le monde attendait The Acolyte. Bien entendu nous aussi. On savait qu'on allait être déçus. On l'avait déjà annoncé. C'est clair. Que c'était triste. la série à décevoir malheureusement et ils nous ont déçus d'une façon peut-être où je m'y attendais pas quand Ouais, même bah oui. sur l'écriture etc, sur pas mal de points. Ils nous ont déçus, en tout cas nous Ouais. parlons Star Wars, ils nous ont un petit peu déçus. Là sur Skeleton Crew, moi personnellement j'ai retrouvé l'esprit Goonies qu'ils nous ont vendu, donc c'était parfait. Je suis retombé en enfance clairement sur ces 8 épisodes, donc pour moi c'était top. Une note, Elliot. Je t'ai expédié ça. Ouais, là. ça a été wow, wow. Boum, boum, boum. Une note, Elliot. Alors encore une fois, Sur l'échelle, attention, Oui. je précise, c'est pas n'importe quelle note. l'échelle Là, de Richter. Sur l'échelle du Jar Jar, le Jar Jaromètre. Notre totem, j'ai Bien envie sûr, de dire, sur parlant sûr. Star Wars, Jar Jar Binks, le meilleur personnage de la saga, bien entendu. Ne pas l'oublier. Et encore, en plus, on dit ça sans ironie, c'est-à-dire que, oui, on est ironique, c'est pas le meilleur personnage de la saga, mais nous, on n'est pas du tout des détracteurs de Jar Jar. Ah non, loin de là, loin de là. Une note hein, pour Donc revenir à l'essentiel. sur 5, parce que cette échelle du Jar Jar, je vous le rappelle, si jamais vous voulez noter dans les commentaires, et je vous ferai sûrement un sondage sur la note que vous donnez à Skeleton Crew, toute la série saison 1, note sur 5, pas de virgule. Ça nous oblige à trancher, les amis. Ouais. C'est l'échelle du Jar Jar, c'est comme exigeant, ça, c'est comme ça. voilà. Faut au bout d'un moment. respecter. Ah bien sûr. Donc sur 5,
Combien tu donnerais de Jar Jar? Alors encore une fois, comme je l'ai mentionné, cette série n'est pas parfaite et je n'ai pas fait un grand waouh, donc je ne donnerai pas de 5. Cependant, j'ai été tout comme toi dithyrambique et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir parce que les épisodes, malgré leur disparité en termes de longueur, j'ai toujours pris du plaisir sur chaque épisode. Donc je vais donner la note succulente, je dirais, de 4 sur 5 sur l'échelle du Jar Jar parce que encore une fois le contrat est rempli. J'avais vraiment regardé pour ça et on m'a proposé ce que je voulais voir, donc moi je suis vraiment ravi et je pense que c'est une très bonne note et qu'elle le mérite, donc voilà, je suis ravi de donner cette sublime note de 4 sur 5. Et toi? Écoute, je vais donner, pas de suspense, je vais donner exactement la même note, 4 sur 5. Super. Je vous avais dit que je notais le 5 sur 5, je veux le laisser à des choses quand même qui vont être ultra marquantes dans l'univers et j'espère que ça va quand même continuer, enfin ça va revenir à un moment qu'il va y avoir. J'allais dire Andor saison 2. Ah, Andor saison 2. Vous le saurez au mois de mai, bien sûr, sur la chaîne. Ouais, mais est-ce que, enfin, tu vois, quelque chose de véritablement marquant dans la saga. Par exemple, j'aurais adoré mettre un 5 sur 5 à Obi-Wan. Par exemple, tu vois, clairement, ça c'est typiquement le type de série où, voilà, j'ai envie. Mais donc ça veut dire que d'après toi, si ça fait pas un grand écho à la galaxie et au film, ça peut pas avoir 5. Ça peut pas avoir 5. D'accord. Ça peut pas avoir 5 et c'est pas pour autant que c'est pas bon, etc. C'est juste que je note et par rapport à la technique, c'est-à-dire la qualité intrinsèque de la série, je trouve que cette série est vraiment très 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 bonne. C'est pour ça que je lui mets 4 sur 5. Maintenant, si c'était cette qualité de série-là au sein d'un propos qui est essentiel et central à la saga Star Wars, avec des effets spéciaux, enfin tout techniquement qui est très bien, la direction artistique, l'écriture, etc. Je mettrais 5 sur 5. Mais bon, je reste sur un 4 sur 5 parce que ça reste malgré tout une série un peu annexe à Star Wars qui justement ne veut pas véritablement connecter en plus avec la saga. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 4 sur 5 et que je mettrai pas 5 sur 5 sur des projets trop annexes, c'est pas possible. Mais techniquement, c'est du quasi parfait les amis, vous avez compris ce que je pensais. Les cacahuètes, elles viennent jamais là? Faut tout leur dire, hein, je te jure. On va finir cette vidéo les amis parce que bon, déjà, vous l'avez compris, oui, déjà, ça fait une plombe qu'on est en train de parler. Bon, vous l'avez compris, on est au bar tranquille, on chill, on est en train de boire un coup ensemble d'ailleurs. Santé les amis, bien entendu. On va parler un petit peu peut-être de Star Wars, on va prendre un peu de recul. Au sortir de cette série, on peut peut-être faire quand même quelques conclusions parce que nous on a trouvé beaucoup de qualité à cette série, mais malheureusement très peu d'écho parce que les audiences sont quasi catastrophiques les amis. Donc je m'étais préparé une petite fiche, hein, bien entendu, vous le comprendrez, mais en termes de top, pour vous donner les séries un peu au top, on avait en lancement Mandalorian saison 2, Obi-Wan qui ont été des cartons un petit peu en lancement avec plus de 1000 millions de minutes sur les premiers épisodes, ou le premier épisode, ou si jamais ils ont sorti, tu vois, le premier jour 2 épisodes, ils comptent ces minutes là. Ensuite tu descends dans le classement avec Ahsoka, mais elle qui avait 2 épisodes, donc du coup ça rajoute des minutes proposées, tu vois, ça rajoute des minutes proposées, donc ça fait peut-être moins d'individus devant l'écran. Mandalorian saison 3, etc. c'est le haut du panier avec autour de 800 millions de minutes. Andor 624 millions de minutes, mais sur 3 épisodes. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'Andor a eu un succès critique, on en fait partie, on a beaucoup aimé, mais en termes d'audience c'est très peu. The Acolyte 488 millions de minutes. C'est déjà bas hein, sur les derniers 2 fois moins, voire 2 fois alors que même moi je vois dans les vidéos les vidéos The Acolyte intéressaient plus que les vidéos Skeleton Crew, donc il y avait une hype, etc. Mais bon, c'était pas la folie quoi quand tu vois le nombre de minutes. Livre de Boba Fett c'était pareil, 389 millions de minutes, c'était pas bon. Mais là, pour 2 épisodes de Skeleton Crew en lancement, 382 millions de minutes, c'est la pire série Star Wars en termes de démarrage. Est-ce que c'est dû au sujet? Est-ce que c'est dû au fait qu'ils aient très peu communiqué dessus? Parce que je trouve qu'il n'y a quasi pas eu de communication dessus. Est-ce que c'est dû au fait que les gens se soient désintéressés, en ont un peu marre de Star Wars, et notamment parce que The Acolyte a beaucoup déçu? C'est possible. Il y a énormément d'aspects qui peuvent, à mon avis, expliquer ça.
En dehors de la qualité de la série, parce qu'encore une fois, pour moi, la qualité est au rendez-vous. C'est la première fois qu'une série Star Wars, elle est pas dans le top 10 des séries des plateformes, des séries originales, mais sur aucun épisode apparemment. Là, ça, c'est une donnée qu'on a, c'est qu'aucun des épisodes, au moment de sa sortie, n'est rentré dans le top 10, tu vois, en termes de classement de visionnage. Ça veut dire quand même quelque chose sur l'état de la licence qui est pas forcément rassurant pour ceux qui aiment cette licence, quoi. La licence, effectivement, est pas au beau fixe. Pour faire écho au début de la vidéo, est-ce que les gens n'ont pas perdu espoir? Est-ce que les fans n'ont pas perdu espoir? Parce que je me dis, par exemple, une série comme Skeleton Crew qui, justement, traite de ce sujet de l'espoir. On l'a vu dans les années 70-80, ça a été développé par George Lucas. Il y a eu une hype monumentale au début de Star Wars parce que, justement, on nous projetait quelque chose de nouveau, de la science-fiction déjà, et le fait que ce soit voilà, un matériau où ça va nous faire complètement rêver. Le fait qu'on ait, mine de rien, qu'on vise dans une société où on a la chance aussi, mais d'avoir beaucoup de propositions de science-fiction, de séries, de plateformes à regarder, etc. Ça dilue un petit peu déjà les gens qui peuvent regarder. Faut pouvoir se les payer, hein, bien sûr, Netflix, Disney+, je pense que tout le monde n'est pas abonné, ou aller au cinéma. Donc déjà, c'est pas évident. Tu mets déjà de côté pas mal de monde. En plus de cela, tu changes, avec le rachat de Disney, forcément, Star Wars, c'était quelque chose de rare, c'était quelque chose d'exceptionnel, en fait, vraiment au sens propre du terme, du mot. Là, on sait que Star Wars, c'est quelque chose qui arrive tous les 3, 4, 5 mois à l'écran, à Disney+. Donc, il y a plus côté waouh, quoi. Il y a plus côté waouh. En plus de cela, comme tu l'as précisé juste avant, visiblement, Disney et Lucasfilm ont pas fait une communication de barjo là-dessus. Alors, est-ce qu'ils ont un raisonnement à l'année? Ils ont un budget com à l'année et ils ont mis beaucoup sur The Acolyte. Je te dis ça, je rigole, mais peut-être que c'est possible. Ouais, ils raisonnent par projet, je pense. Peut-être par projet, mais en tout cas, on a bien vu la différence entre The Acolyte, où j'allais au boulot, je rentrais du boulot, je voyais 3 panneaux quand je faisais mon trajet de voiture. Skeleton Crew, c'était nada. J'ai pas vu une seule fois de Jude Law sur un panneau. Je suis d'accord. Donc, ils se sont pas beaucoup donné les moyens. Et c'est dommage, parce que vu que c'était une série qui était pas attendue, mais faites un gros budget com, essayez de donner envie aux gens de... T'as Jude Law en plus. T'as Jude Law. Essayez justement de marketer le truc en disant, en assumant, je veux dire de manière subliminale, ok, on s'est un peu planté avec The Acolyte, là on vous propose quelque chose de complètement différent, mais ça va vous plaire. Franchement, ils se sont pas donné les moyens et c'est dommage. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une absence quasi totale de communication que les résultats auraient été différents avec une communication. On voit bien que c'est en perte de vitesse. La courbe, elle fait actuellement comme ça. Et je pense que il y a plusieurs projets, on va peut-être y revenir juste après, mais qui pourraient faire remonter la courbe de Star Wars. Déjà, il pourrait y avoir. Et je pense que là, on est à un moment charnière. Un très grand Andor saison 2. Les gens ont tellement été hype par la série, et bien que les gens n'en attendaient pas tous forcément quelque chose de grandiose. Les critiques ont été dithyrambiques, que ce soit la presse et surtout les fans. Pour faire un état des lieux sur ce que les critiques ont apprécié ou non, tu prends ce qui a fait beaucoup de vues, ça s'est quasi planté partout, ou exception The Mandalorian, mais The Mandalorian avait quand même un privilège, c'est d'être la toute première série. Donc forcément, t'as l'attrait, mine de rien. C'était assez facile quand même de faire un succès d'audience. On s'est tous abonnés à Disney Plus pour ça, hein, d'ailleurs. Ouais, pas que, mais oui, mais en tout cas, la saison 1, c'est sûr que ça allait faire un carton, mais ça s'est bien maintenu, même sur une saison 3 qui était un peu moins... Voilà. Tu sens que elle était moins prévue, cette saison 3. Ça c'était prévu pour s'arrêter au bout de la saison 2. Ils ont continué à écrire parce que ça marchait, parce qu'on avait tous envie de retrouver Mando et Grogu. Ça a bien marché. Obi-Wan a bien marché parce que oui, forcément, on aime cette licence, on a envie de la voir perdurer, mais encore une fois, c'est un projet qui a déçu. On a passé de grands moments sur Obi-Wan, il y a de très grandes scènes. La scène finale entre Vador et Obi-Wan est absolument à couper le souffle pour tout amoureux de Star Wars, bien entendu, mais globalement, ça a déçu. Ahsoka, ça a déçu aussi, ça avait fait des vues, parce qu'en plus, pour tous les amoureux de Rebels et de Clone Wars, donc là, il y avait quand même une... Tu t'adressais quand même à des fans, alors à des fans, oui, certes, mais tu t'adressais à une partie de fans assez grande, parce que Ahsoka, ça fait longtemps qu'elle est dans l'univers avec son arrivée dans Clone Wars, donc voilà. Et au final, des choses qu'on fait peu de vues, comme Andor, parce que Andor, malgré tout, ça fait peu de vues, je suis désolé, c'était très bien. Peut-être que le bouche à oreille là va marcher, et peut-être, et je le souhaite,
que Andor saison 2, si c'est bien marketé et tout, et ben ça fasse qu'il y ait une remontada incroyable, ça me ferait super plaisir. Et Skeleton Crew, qui est vraiment la déception ultime en termes d'audience, parce que t'as une série qui s'est donné les moyens en termes visuels d'avoir vraiment de la qualité, une histoire très sympa, je pense, et en plus une vraie porte d'entrée à l'univers Star Wars. Pour tous ceux qui ont des enfants entre 8 et 12, ou même entre 6 et 15, on va dire, allez, pour être large. C'est une bonne porte d'entrée, Skeleton Crew, dans l'univers Star Wars. Donc, je comprends pas que Lucasfilm n'ait pas compris ça et ne s'est pas dit, effectivement, comme toi, on va essayer de donner vraiment la chance et de marketer le truc. C'est pas normal avec la puissance qu'a Disney et Lucasfilm, c'est pas normal de se retrouver avec une série qui sort un peu dans l'anonymat comme ça. C'est pas au niveau. Clairement, c'est pas au niveau. Et donc en termes, sur les critiques, j'ai pris Rotten Tomatoes, qui est vraiment le site un peu de référence américain pour le classement. T'as toujours une note, c'est dans cet ordre-là, une note critique et une note du public. Oui. Donc pour Skeleton Crew, on est sur 91% de bonnes critiques et 80% pour le public. Sur The Acolyte, à titre de comparaison, 78 en termes de critiques. Mais par contre, 19% sur les spectateurs et sur le public. Donc, il s'est fait démonter. Les meilleurs ratios, c'est Mandalorian 90-78. D'accord. Pour Skeleton Crew, c'était 91-80. Donc, on est encore mieux. Donc, on est un peu mieux, mais on est dans les eaux de Mandalorian, d'accord. Et la meilleure étant Andor, 96 pour les critiques et 87% pour le public. Wow. Donc voilà, les pires étant The Acolyte, c'est le pire et Boba c'est 66-49. Donc ça c'est plus fait déchirer par les critiques. Et je trouve ça et c'est moins, tu sens qu'il y a eu vraiment de la haine sur The Acolyte. C'est moins grave côté public pour The Book of Boba Fett. Et même une série comme Obi-Wan Kenobi qui a déçu, 82% pour les critiques, 61% pour le public. Ouais, alors que c'est une œuvre, enfin c'est un personnage majeur dans l'univers. Donc écoutez, moi quand je vois ces chiffres-là, entre des audiences assez confidentielles pour des projets assez confidentiels mais au final qualitatifs comme Andor et Skeleton Crew, tu peux faire ce que tu veux. À mon avis, malheureusement aujourd'hui, le seul moyen de relancer, de redonner du souffle à la licence, ça va être d'avoir un très gros projet mainstream qui va fonctionner. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui raisonner sur on va développer tel personnage ou tel backstory. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il va falloir repartir sur quelque chose d'hyper intéressant qui va s'ouvrir au plus grand nombre et redonner véritablement un souffle à la licence. Ce qu'ils ont malheureusement foiré, malgré tout, avec la postlogie. Parce que qu'on aime ou pas la postlogie, voilà, le constat, c'est que derrière, il y a eu un désintérêt pour Star Wars. Après, attention, le vrai juge, ça va être la génération qui a découvert la postlogie aux alentours de 10 ans. Et on commence à y être. Ça fait 9 ans déjà. Voilà. Ça va être la 10e année du réveil de la Force. Exactement. On commence à y être et on sent que les gens de 20 ans aujourd'hui, ils sont pas accrochés par la licence. Mais bon, comme tu le dis, il y a tellement de choses à voir. Entre la démocratisation des plateformes, les séries, etc. Pour y revenir juste 2 secondes, je pense que Lucasfilm, ils le savent très bien qu'ils reviendront jamais à ces 1000 millions de minutes. C'est ça. Tu sais pas s'il y a un gros projet, c'est possible. Oui, mais il faut bien prendre en compte aussi que, c'est pas pour du tout excuser Lucas parce que effectivement je parle pas de George, je parle de Lucasfilm. Je pense qu'il faut qu'il se remette au top niveau par tout ce que tu as développé, le fait de redonner envie vraiment à la fanbase et aussi aux gens qui connaissent pas forcément Star Wars, donner envie aux gens de regarder. Mais Disney Plus, ça a déjà maintenant plus de 5 ans. Il y a quand même Amazon Prime qui est apparu. T'as Apple TV. Alors c'est peut-être pas destiné exactement aux mêmes personnes. C'est pour ça que j'ouvre un peu le débat là. Je sais pas si c'est le bon endroit pour le faire, mais
Je pense qu'il y a tellement de plateformes de streaming. Avant, on avait Netflix, Disney+. Maintenant, on a 12 milliards. On sait très bien, on n'est pas tous abonnés. Il faut faire des choix. À moins d'avoir vraiment beaucoup d'argent ou vraiment que ça soit notre passion et qu'on soit cinéphile. Et pourtant, on l'est. Je sais pas si dans leur tête, ils ont pour ambition d'avoir ce même nombre de visionnages que 15 ans Mandalorian à sa création. Non, ils ont peut-être des objectifs réalistes par rapport à ce que tu dis. Effectivement, t'as raison. Si tu es un pessimiste de base, tu te dis non, bah, on n'arrivera pas à retrouver l'éclat parce que de toute façon, est-ce que aujourd'hui tu as quelque chose, que ce soit une série sur les plateformes, mais je trouve que de toute façon c'est pas le lieu pour marquer véritablement une génération, mais même une œuvre cinématographique qui va marquer une génération. J'ai pas l'impression aujourd'hui que il n'y a pas assez de monde qui va au cinéma, il y a trop de choses qui sortent et qui se ressemblent. Comme tu disais à l'époque, quand Star Wars sort, la science-fiction n'est pas présente au cinéma. Donc ça a révolutionné un petit peu l'époque et donc du coup ça a marqué toute une génération. L'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu trop d'offres. Il y a peut-être un peu trop d'offres. T'as raison. Mais je pense que la vraie question c'est est-ce que tu as une œuvre aujourd'hui qui peut marquer une génération? Je pense que le cinéma, ça reste encore un endroit où je pense que tu peux marquer les gens parce que il y a ce rituel d'événement où tu partages avec les gens. Je pense que déjà les plateformes, t'es tout seul dans ton canapé chez toi, etc. Tu peux pas marquer les gens. C'est pas possible. Il y a pas ce côté expérience collective que tu vas ressentir. Donc à mon avis, ça ne peut pas marcher. Donc pour moi, le seul coup de boost que tu peux redonner à la licence, c'est au cinéma. Et est-ce que c'est encore possible avec le peu de fréquentation de salles, enfin la baisse de fréquentation des salles, etc., vu que le cinéma devient aussi hyper cher. Malheureusement, ça donne pas énormément de motifs d'espoir pour le coup. Mais bon, gardons espoir malgré tout, parce que l'espoir est la base de toute rébellion. Je pense que la licence a le potentiel, parce que cette licence, elle est belle. Elle peut faire de très 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 belles choses. Elle est infiniment belle. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Et est-ce que le contexte d'aujourd'hui pourra le permettre? Ça, malheureusement, j'en suis moins sûr. Alors pour finir sur Skeleton Crew et finir cette vidéo et revenir un petit peu au sujet initial, c'était quand même Skeleton Crew. Est-ce que tu as envie d'une saison 2, d'en voir plus et pourquoi? Dis-moi, est-ce que ça te tente? Déjà oui, bien sûr, je souhaiterais voir une saison 2, mais parce que je suis gourmand et que j'aime Star Wars. J'avais dit pareil à la fin de The Acolyte, bien que j'avais pas forcément beaucoup apprécié la série. Mais je pense qu'il faudrait une saison 2, déjà pour nous prouver peut-être que, malgré les mauvaises audiences, que Lucasfilm est capable de s'accrocher à un projet s'il y croit fortement. Là, j'ai vraiment envie qu'il nous prouve ça. Je sais que ça risque d'être compliqué, mais déjà c'est la première raison pour laquelle j'ai envie de voir une saison 2. La deuxième, c'est que je me suis tellement accroché aux petits qui grandissent déjà si vite, parce qu'au moment du tournage, j'imagine que c'était il y a déjà 1 ou 2 ans. Les voir évoluer, les voir grandir, ils ont déjà tellement évolué en l'espace de 8 épisodes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Je pense à Wim, j'ai tellement envie de le voir réaliser ses rêves de Jedi. Alors bien sûr, vu le contexte politique du moment, c'est peut-être un peu compliqué. Mais il y a toujours moyen d'écrire quelque chose. Et, s'il n'est pas Jedi, il peut peut-être devenir pilote de la Nouvelle République. Je dis une bêtise. Oui, mais c'est le plan qui est montré d'ailleurs. Fern lui dit t'es plus obligé de passer le test, etc. Et lui, t'as deux X-Wing qui passent. Très juste. Et donc tu te dis il va être quoi, pilote là-dessus. Voilà. C'est une des raisons aussi qui me donne envie. Encore une fois, le mystère autour du personnage de Jodna et ce côté à la fois qui probablement, et on l'espère, a un bon fond, et à la fois on sent que depuis toutes ces années, malheureusement, il a perdu espoir et il est allé dans une direction, dans une mauvaise direction. J'ai envie de le voir réussir et j'ai envie de le voir redevenir une bonne personne et qui du coup retrouve foi en l'humanité, retrouve foi en tout ce qu'a voulu lui transmettre, j'imagine, sa maître Jedi. Donc ça fait beaucoup de raisons. J'ai envie aussi moi de voir, je suis totalement d'accord avec toi, et j'ai aussi envie de voir à Tatooine la place qu'elle va prendre du coup dans la galaxie. Comme tu disais, là il y a vraiment open bar sur des histoires qui peuvent vraiment être très très intéressantes. J'avais développé ça en partie théorie de l'épisode 7. Ça peut effectivement participer tout simplement au bon fonctionnement en termes de crédit de la Nouvelle République, mais aussi peut-être basculer dans les mains du premier ordre en création et financer
et peut-être une flotte et pourquoi pas le projet Starkiller ou d'autres projets du Premier Ordre et du collectif des ombres ou même de l'armée par exemple que Throne pourrait avoir en saison 2 d'Ahsoka, parce que tout ça se passe un petit peu dans la même timeline et pourrait même expliquer aussi pour expliquer certaines incohérences de la postlogie ou tout du moins des choses qui nous ont pas été expliquées, mais le financement par exemple de la flotte du Dernier Ordre qui sort qui pop un petit peu comme ça et tu vois où tu as toute cette montagne de crédits, il faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, ça va, donc ça pourrait être il y a une manne, en tout cas il y a un enjeu galactique là avec Atatine et tous ces crédits qui sont hyper intéressants à développer. Donc c'est sûr que dans une saison 2, ça pourrait être très intéressant d'avoir ça. Après, même si ils nous le développent dans des romans, etc., ça peut être super intéressant aussi. Donc, mais bon, ça a pas la même portée, c'est clair. Il y a pas de souci là-dessus. Donc non, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour te préciser, il y a eu une déclaration juste avant qu'on tourne cette vidéo de John Watts. Un peu d'actualité. Un peu d'actu. En parlant d'actu, je fais moins de vidéos actu là parce que je sais pas vous, mais j'ai eu un peu overdose quand même. Je fais une petite digression là-dessus, mais un coup je confirme une série, un coup je dis non, moi, finalement on fait plus ça. Aussi, oui, le film avec Ray qui doit sortir. Ouais. Ensuite le scénario finalement non, c'est acheté à la poubelle, il repart sur autre chose, etc. J'ai pas envie de vous faire des trucs sur des rumeurs. J'aime bien débattre de choses qui vont arriver quand même. C'est ça qu'on aimait bien dans les vidéos actu, c'était de débattre un petit peu de ce qui a été annoncé. Si tu fais 1 heure de débat sur un truc qui 2 semaines après va être annulé, quel est l'intérêt? Donc voilà, c'est pour ça que vous en voyez un peu moins. J'en ferai peut-être, mais peut-être pas au rythme que j'avais et que j'espérais, qui était 1 fois par mois. Là, on verra, ça sera vraiment pour le coup plus exceptionnel et plus rare. Donc, il y a la Star Wars Célébration qui va arriver dans quelques mois. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Là, il y aura des annonces sûrement et normalement qui devraient se concrétiser parce que normalement, quand ils annoncent un truc à la Star Wars Célébration, quand même, c'est rare qu'ils reviennent véritablement dessus. Mais il y a trop de changements et tu sens qu'ils naviguent trop à vue et ça m'énerve. Donc oui, je revenais donc à la déclaration de John Watts, donc le co-créateur, mais vraiment, je pense le showrunner pour le coup de la série, qui a déclaré en 4 saisons 2, nous ne ferions pas comme si les enfants n'avaient que 6 mois de plus, si nous en faisions plus. C'est amusant de les imaginer grandir, donc c'est là quand tu disais de les voir évoluer, de voir où ils s'intégreraient dans la galaxie et de voir comment leur monde serait changé par les événements de la première saison. Donc forcément, oui, Atatine qui du coup va s'ouvrir à la galaxie et puis du coup ils seront pas cantonnés à la carrière qui est décidée au moment du test de carrière, c'est ce qu'on peut supposer. Forcément, ça laisse une porte ouverte énorme à Wim, à Fern, et puis à vraiment les voir évoluer, etc. C'est sûr que ça serait difficile, je pense, à écrire, à rendre ça crédible, le fait qu'on revive un peu une aventure à la sauce Skeleton Crew saison 1. C'est ça qui me fait dire que malgré l'histoire des audiences, c'est à mon avis une histoire qui est pas mal en one shot, tu vois, comme ça. Par contre, que Atatine et ses enfants soient intégrés au Mandoverse et jouent, par exemple, que Wim on le retrouve en tant que pilote, tu vois, de la Nouvelle République ou autre, que Fern on la voit en tant que responsable politique, enfin tu vois ce que je veux dire, que Jonna soit un antagoniste ou un renfort, voilà, au gentil ou au méchant. Bref. Je pense que cette histoire, par contre, a le potentiel de s'intégrer parfaitement dans la saga, malgré tout. Mais par contre, une saison 2, j'aimerais la voir. Mais il faut pas casser l'aura de, pour moi, cette première saison de, cette si série. Toutefois, elle a une aura, hein, parce que bon. Oui, pour moi, elle en a une. Non, mais pour moi aussi. Voilà. Pour moi aussi. Elle en a une. Donc faut pas casser ça. Et puis j'aurais plaisir à la re-regarder, je sais pas, dans 1 an, peut-être à la même période, me la refaire. Mais voilà. Donc saison 2, on n'y croit pas trop. Est-ce que c'est souhaitable? On le sait pas. Mais on a toujours le plaisir coupable, on aime Star Wars, on aime, et quand on a aimé cette série, on en veut plus. Et oui, toujours plus. Les amis, je crois qu'on a été très long, assez exhaustif, je l'espère en tout cas, j'espère qu'on a à peu près rien oublié. On oublie toujours des choses, hein. À chaque fois, dès que je finis une vidéo, je me dis, mais non, j'aurais dû parler de ça. Bref, j'espère que vous avez vraiment apprécié, nous va falloir qu'on règle, hein, parce que là, le bar va fermer. Donc là, il va falloir... Tu nous mets l'addition, s'il te plaît. Vous contrôlez qu'ils n'ont pas mis d'autres additions aussi sur notre note, ça je vais vérifier. Oui, fais quand même. Je les connais les autres. Tu les connais? Bon, voilà. Par contre, pas de pourboire. Hein.
Non, pas cette fois. le service était lamentable. Minable. Donc oui, merci encore une fois les amis de nous avoir suivis, de m'avoir suivi dans l'aventure Skeleton Crew, d'avoir regardé les vidéos avis, les vidéos réactions. Donc je vous remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont là depuis le début. C'est très cool les amis, cette chaîne elle est vraiment sans prétention, on est là ensemble pour débattre de Star Wars et de notre amour de Star Wars, donc je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec beaucoup d'entre vous en commentaire. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez me soutenir, nous soutenir, n'hésitez pas, likez la vidéo, ça lui donne de la visibilité, et abonnez-vous à la chaîne bien entendu si c'est toujours pas fait. Pour la suite de la chaîne, on aura bien entendu Andor qui va arriver dans quelques temps, dans quelques mois, donc je vous ferai bien entendu des vidéos réactions et avis. On va vivre encore une fois une série Star Wars ensemble, et avant ça, je suis en train de travailler actuellement sur quelques vidéos, plutôt des grosses vidéos. J'ai du mal à faire des petites vidéos, donc enfin en tout cas en termes de durée, donc ça prend du temps forcément à écrire, et j'espère pouvoir vous en sortir au moins une d'ici la sortie d'Andor. Je pense que je vais y arriver, on va s'atteler à ça. Les amis, merci encore une fois, et je vais te laisser le mot de la fin, Elliot. Je veux pas être très original. Vas-y, je t'en prie. Que la force soit avec vous. Ciao les amis. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.